Vice-président pour la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, désigné à ce poste par le président Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly, lui, a été nommé cet après-midi Premier ministre, chef de gouvernement. On s'intéressera ce soir aussi à un petit métier. Il s'agit de la vente de mouchoirs à papier. Et ce sont les jeunes filles qui s'y adonnent le plus souvent. Mais attention, ne vous y fiez pas. Petit commerce mais grande monnaie, à suivre dans ce journal. L'éphéméride s'arrête sur le 10 janvier 2014. Ce jour-là, Michel Djotodia annonce sa démission. Moins d'un an avant, il s'était proclamé président de la République centrafricaine. Bonsoir, 19h, le journal sur RTI 2. C'est une première et c'est historique. Un vice-président pour la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a été désigné à ce poste par le président de la République, Alassane Ouattara. C'était ce matin lors d'une communication devant les députés de la première législature de la Troisième République. Un poste nouvellement créé par la Constitution promulguée en novembre 2016. Alors, l'ex-premier ministre Daniel Kablan-Duncan est désormais aux commandes de la vice-présidence ivoirienne. Un grand serviteur de l'État, c'est ce que dit de lui le président de la République. Regardez. Je suis heureux de vous annoncer que mon choix s'est porté sur l'un des vôtres, un élu de la nation. Il s'agit d'une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. C'est un travailleur infatigable, un collaborateur loyal, un homme de dévouement, un patriote, un grand serviteur de l'État qui aime profondément notre pays. Honorables députés, mes chers compatriotes, la personnalité sur laquelle mon choix s'est porté pour occuper les fonctions de vice-président de la République est M. Daniel Kablan-Duncan. Je suis heureux et ému de la décision prise par le président de la République de bien vouloir me nommer à cette haute et prestigieuse fonction de vice-président de la République. Je dois dire que ces remerciements vont aussi à son aîné, le président Aimé Henri Konaté, avec lesquels il a toujours travaillé en synergie, en symbiose. Je voudrais dire aussi que lors de la remise de la démission hier, en tant que Premier ministre, mais aussi pour l'ensemble des membres du gouvernement, il a bien voulu renouveler son appréciation du travail que nous avons fait. Et je voudrais donc à nouveau lui exprimer ma profonde gratitude et lui dire que nous sommes bien sûr à sa disposition pour travailler avec foi et ardeur dans la mise en œuvre de sa grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et puis le poste de Premier ministre vient d'être pourvu. Les Ivoiriens le reconnaîtront désormais comme Premier ministre. C'est Amadou Gon Coulibaly qui vient d'être nommé Premier ministre, chef de gouvernement. Il devra proposer au chef de l'État un gouvernement dans un bref délai. Et on rappelle qu'hier, le président de la République a procédé à des changements dans la chaîne de commandement des forces de sécurité. Le général Sékou Touré est le nouveau chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Le général Nicolas Kouadio Kouakou, nouveau commandant de la gendarmerie, et le commissaire Youssouf Kouyaté, nouveau directeur général de la police. Tout à fait autre chose. On s'intéresse ce soir à un petit métier. Il s'agit de la vente de mouchoirs à papier. Et ce sont les jeunes filles qui s'y adonnent le plus souvent. Elles prennent d'assaut les gares routières à la recherche de la clientèle. Petit métier, mais attention, ne vous y fiez pas. Ces vendeuses ont de quoi faire la monnaie d'un billet de 10 000 francs CFA. Petit commerce, grande monnaie. Un sujet de Guillaume Zéret et Malika Coulibaly. 10 000 francs CFA pour 2 paquets de papier mouchoir qui ne coûtent que 200 francs. La monnaie du client, 9 800 francs. Cette scène chopée ici à Djamé Liberté résume à elle seule toute une vérité. Celles qu'on a pris l'habitude d'appeler petites vendeuses de lotus sont en réalité de grandes sources à monnaie. Impossible de faire une des gares routières interurbaines d'Abidjan sans apercevoir leur silhouette.
Dans ce milieu où les accrochages entre transporteurs et passagers pour des questions de monnaie sont récurrents, les vendeuses de mouchoirs et autres chewing-gum et sachets d'eau passent pour être des facilitatrices. Souvent, quand il y a problème de monnaie comme ça, souvent palabre sort dedans. Toi, le chauffeur, tu es obligé de dire à l'apprenti, ah, cherche-moi ou bien paye-moi lotus ou paye quelque chose, sucrerie, tu m'envoies et puis bon, tu évites de discuter avec les clients. Ça nous facilite ta tâche aussi, hein, souvent. Si tu dois emprunter un bagage, tu n'as pas la monnaie, bon, on peut dire qu'elle nous aide aussi. Petit commerce pour de la grande monnaie. Alors, question évidente, où trouve-t-elle donc toute cette monnaie? Ce sont les chauffeurs de Wara Wara qui nous donnent la monnaie. Mais moi-même, là, mon mari c'est un chauffeur de Wara Wara. Mes frères aussi sont les chauffeurs de Wara Wara. Mais ce sont les syndicats qui nous donnent monnaie un peu. On se débrouille avec ça. Bon, comme on se connaît il y a longtemps, donc on les demande monnaie. Quand ils gagnent monnaie 1000 francs, 2000, 5000, on nous donne. Une provenance plutôt banale pour ces deux vendeuses. Pourtant ici, la monnaie provient aussi d'une source assez insolite. On change chez les mendiants, un petit peu moins. On change chez les mendiants, un petit peu moins. Dans 5 000 ans, on enlève 500 dedans. Dans 10 000 ans, on nous donne 9. Combien gagne-t-elle? À la question, elles répondent toutes que ce commerce ne vaut pas grand-chose. Il ne vaut peut-être pas grand-chose, mais il a le mérite de faciliter la monnaie et faire tourner les activités économiques. Pour tout dire, elles vendent petit mais font de la grande monnaie. Les jeunes sont invités à entreprendre. C'est la Jeune Chambre internationale universitaire qui s'attelle à porter le message, mais aussi à former et à outiller les porteurs de projets. Kader Sogodougou. Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs pour établir la paix dans le monde de manière permanente et définitive. Telle est la mission principale de la Jeune Chambre internationale. À l'université Alassane Ouattara de Bouaké, les étudiants sont invités à épouser cette vision. La Jeune Chambre internationale universitaire est un réseau qui offre des opportunités aux étudiants. Et nous, au sein de la ville de Bouaké, nous voulons regrouper le maximum d'étudiants et nous voulons les aider à s'insérer dans le milieu professionnel et à être des étudiants responsables et dynamiques. Cette rencontre de la Jeune Chambre internationale universitaire de l'université Alassane Ouattara a permis à la présidente de lancer officiellement les activités de la dite organisation. Des activités qui vont mettre l'accent sur le social avec des dons aux personnes défavorisées. En bref, football, la 9e journée du championnat national de Ligue 1 se dispute ce mardi. L'Africa Sport d'Abidjan et la SEC Mimosa s'expliquent au stade Robert Champroux de Marcory. C'est le premier derby de la saison 2016-2017. Le match est en cours. Pour l'heure, 0 but partout. Toujours football, la Coupe d'Afrique des Nations débute au Gabon le 14 janvier prochain pour préparer cette CAN 2017. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, affronte demain après-midi l'Ouganda en match amical. La Côte d'Ivoire, qui toujours en match de préparation, a battu dimanche dernier la Suède 2-1. C'était à Abu Dhabi. Et on évoque cette guerre silencieuse au Mozambique entre le gouvernement et le principal parti d'opposition. La crise fait de plus en plus de victimes. Des milliers de personnes ont fui les violences. Dans le centre du Mozambique, la guerre s'est installée. Plus de 3000 personnes ont trouvé refuge dans des camps montés par les autorités. Elles ont fui les combats entre l'armée et la Renamo, le principal parti d'opposition. Ce jeune homme est arrivé ici il y a quelques jours avec son père et sa femme. Son oncle a été tué. Là-bas, c'est la guerre. Nous ne pouvions plus vivre dans nos maisons. Après 17 heures, nous devions partir dormir en forêt. Ce n'était plus possible de rester, donc on a fui. La plupart des déplacés disent fuir les exactions des rebelles de la Renamo. Ce parti s'était opposé au Front de libération du Mozambique lors de la longue guerre civile des années 70 et 80. Et depuis 2013, il a repris les armes pour revendiquer un meilleur partage du pouvoir. Depuis les mois de mai-juin, il y a eu une franche augmentation du nombre de personnes qui fuient à cause des attaques des hommes de la Renamo. Nous avons dû ouvrir 5 camps d'hébergement. Des villages entiers se sont vidés de leurs habitants. En dehors des camps, plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge chez des proches. Mais certains déplacés contestent la version officielle du gouvernement qui fait porter toute la responsabilité aux seuls rebelles. Ils accusent l'armée d'être elle aussi coupable de violence.
Il arrive que l'armée batte la population. Parce que quand ils arrivent et qu'ils ne trouvent pas la Renamo, alors ils battent les gens et disent « c'est vous, la Renamo », puisque lorsqu'on arrive ici, il n'y a personne d'autre. Donc on a dû partir, nous, la population. Le gouvernement nous a dit « partez d'ici, ça ne va plus ». Donc on est parti. La Renamo, elle, assure que les déplacés n'osent pas dénoncer les militaires car ils craignent pour leur vie. Et elle accuse le gouvernement de vouloir assassiner son leader, Afonso Dhlakama, qui vit retranché dans les montagnes, encerclé par les forces armées. La situation politique est de pire en pire. Les représentants du parti sont persécutés, ils meurent tous les jours. Sans vergogne, en plein jour, les gens se font enlever à n'importe quel endroit. Et aucun espoir de normalisation pour l'instant. Les pourparlers entre la Renamo et le gouvernement avaient repris fin mai à Maputo. Ils ont été suspendus pour une durée indéterminée. L'éphéméride s'arrête sur le 10 janvier 2014. Michel Djotodia annonce sa démission ce jour-là. Moins d'un an avant, il s'était proclamé président de la République centrafricaine. Tout commence en effet en mars 2013. La capitale Bangui est prise par la Séléka. Un leader du groupe de rebelles se proclame président. C'était Michel Djotodia, qui devient ainsi le premier président musulman de ce pays à forte majorité chrétienne. Votre éphéméride avec Franck Kouadio. 10 janvier 2014, démission du président centrafricain Michel Djotodia. Moins d'un an après s'être proclamé président de la République centrafricaine, Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaï annoncent leur démission. Cette nouvelle survient après une année de violence, des violences qui ont entraîné l'intervention de troupes étrangères. Retour sur les faits. Mars 2013, la capitale Bangui est prise par la coalition de la Séléka, un groupe de rebelles presque exclusivement musulmans. La démission du président François Bozizé impose des changements majeurs. Un leader de la Séléka, Michel Djotodia, devient le premier président musulman de ce pays à forte majorité chrétienne. Il proclame la dissolution de la Séléka, une décision qui est mal accueillie par ses membres. Loin de s'estomper, les violences reprennent à travers le pays. Elles dégénèrent en conflit entre les musulmans de la Séléka et des groupes d'autodéfense chrétiens. Les exactions se multiplient, entraînant des milliers de morts et des centaines de milliers d'exilés. L'impuissance du gouvernement à calmer le jeu incite les Nations Unies à évoquer la possibilité d'un génocide. Le 5 décembre, les Nations Unies autorisent le déploiement de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, la MISCA. Celle-ci reçoit l'appui de troupes françaises qui s'annoncent reprises. Celle-ci reçoit l'appui des troupes françaises qui s'ajoutent à celles déjà présentes sur le territoire. Impuissant à régler le conflit, le président Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaï cèdent aux pressions des leaders de la communauté économique des États d'Afrique centrale ainsi qu'à l'influence du voisin tchadien. Ils démissionnent de leurs postes respectifs le 10 janvier 2014. Après l'intérim d'Alexandre Ferdinand Gandhi, le Conseil national de transition élit la mairesse de Bangui, Catherine Samba Panza, à la présidence. Celle-ci devient la première femme chef d'État de la République centrafricaine. Elle appelle au calme, mais la situation demeure tendue alors que les violences interreligieuses se poursuivent en dépit d'un apaisement marqué qui permet le retour de nombreux exilés. C'est la fin de cette édition. Elle était supervisée par Thomas Guessambi. Merci de l'avoir parcouru avec nous. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.